Je vais lire la suite du bouquin. Son article rapportant les résultats parut en 1921, mais ne contenait qu'un compte-rendu préliminaire de la critique Proust-Scott, plus tard Mangold, alors qu'il écrivait le papier. Après ce succès initial, Proust-Scott, à qui Spemann avait confié l'exécution de cette expérience critique, a eu du mal à répéter l'expérience avec succès, avec très peu d'embryons manipulés et survivants. Sur plusieurs centaines d'embryons chimériques, seuls 5 ont survécu, et ceux-ci ont servi de base au célèbre article publié en 1924, Spemann et Mangold, 1924, Hilde Proust-Scott. Plus tard, Hilde Mangold, alors qu'il écrivait le papier, après ce succès initial, Proust-Scott, à qui Spemann avait confié l'exécution de cette expérience critique, a eu du mal à répéter l'expérience avec succès, avec très peu d'embryons manipulés survivants. Sur plusieurs centaines d'embryons chimériques, seuls 5 ont survécu et ceux-ci ont servi de base au célèbre article publié en 1924, Spemann et Mangold 1924. En 1928, il fut le premier à effectuer le transfert nucléaire de cellules somatiques à l'aide d'embryons amphibiens. L'un des premiers pas vers le clonage, toujours à l'aide d'une mèche de poils de bébé attachée à un nœud coulant, Hans Spemann a temporairement pressé un œuf de salamandre fécondé pour pousser le noyau sur un côté du cytoplasme. L'œuf se divise en cellules, mais seulement sur le côté avec le noyau. Après 4 divisions cellulaires qui ont formé 16 cellules, Spemann a détaché le nœud coulant, laissant le noyau de l'une des cellules glisser de nouveau dans le côté non diviseur de l'œuf. Il a utilisé le nœud coulant pour séparer cette nouvelle cellule du reste de l'embryon. La cellule unique s'est transformée en un nouvel embryon de salamandre, tout comme les cellules restantes qui ont été séparées. Essentiellement le premier cas de transfert nucléaire, cette expérience a montré que le noyau d'une cellule embryonnaire précoce dirige la croissance complète d'une salamandre, se substituant efficacement au noyau dans un œuf fécondé. En 1952, Robert Briggs et Thomas King ont transféré le noyau d'un embryon de tétard précoce dans un œuf de grenouille énucléé, un œuf de grenouille dont le noyau avait été retiré. La cellule résultante s'est transformée en tétard. Les scientifiques ont créé de nombreux clones de tétards normaux en utilisant des noyaux d'embryons précoces. Mais tout comme les expériences sur la salamandre de Spemann, le clonage a eu moins de succès avec les noyaux de donneurs d'embryons plus avancés. Les quelques clones de tétards qui ont survécu ont grandi anormalement. Plus important encore, cette expérience a montré que le transfert nucléaire était une technique de clonage viable. Elle a également renforcé 2 observations antérieures. Premièrement, le noyau dirige la croissance cellulaire et en fin de compte, le développement de l'organisme. Deuxièmement, les cellules embryonnaires au début de leur développement sont meilleures pour le clonage que les cellules à un stade plus avancé. En 1958, John Gurdon a transplanté le noyau d'une cellule intestinale de tétard dans un œuf de grenouille énucléé. Il a ainsi créé des tétards génétiquement identiques à ceux dont la cellule intestinale a été prélevée. Cette expérience a montré qu'en dépit d'échecs antérieurs, les noyaux de cellules somatiques d'un animal pleinement développé pouvaient être utilisés pour le clonage. Il est important de noter qu'il a été suggéré que les cellules conservent tout leur matériel génétique, même lorsqu'elles se divisent et se différencient, bien que certains se demandent si l'ADN du donneur provient d'une cellule souche qui peut se différencier en plusieurs types de cellules. En 1975, à l'aide d'une pipette en verre, J. Derek Bromala a transféré le noyau d'une cellule embryonnaire de lapin dans un ovule de lapin énucléé. Les ovules de mammifères sont beaucoup plus petits que ceux des grenouilles ou des salamandres et sont donc plus difficiles à manipuler. Il considérait l'intervention comme un succès lorsqu'une morula ou embryon avancé se développait après quelques jours. Cette expérience a montré que les embryons de mammifères pouvaient être créés par transfert nucléaire. Pour montrer que les embryons pouvaient continuer à se développer, Bromhall aurait dû les placer dans l'utérus d'une lapine mère. Il n'a jamais fait cette expérience. En 1984, Steen Willadsen a utilisé un procédé chimique pour séparer une cellule d'un embryon d'agneau à 8 cellules. Il a utilisé un petit choc électrique pour le fusionner à un ovule énucléé. Par chance, la nouvelle cellule a commencé à se diviser. À cette époque, des techniques de fécondation in vitro avaient été mises au point et utilisées avec succès pour aider les couples à avoir des enfants. Après quelques jours, Willadsen a donc placé les embryons d'agneau dans l'utérus d'une mère porteuse de moutons. Le résultat fut la naissance de 3 agneaux vivants. Cette expérience a montré qu'il était possible de cloner un mammifère par transfert nucléaire et que le clone pouvait se développer pleinement. Bien que le noyau du donneur provienne de cellules embryonnaires précoces, l'expérience a été considérée comme un grand succès. En 1987, en utilisant des méthodes très similaires à celles utilisées par Willadsen,
sur les moutons Neil First, Randall Prater et Willard Firestone ont produit deux veaux clonés. Ils s'appelaient fusion et copie. Cette expérience a ajouté les vaches à la liste des mammifères qui pourraient être clonés par transfert nucléaire. Pourtant, le clonage de mammifères se limitait à l'utilisation de cellules embryonnaires comme donneurs nucléaires. Le clonage à partir de noyaux de cellules somatiques adultes différenciés n'était toujours pas considéré comme possible. En 1996, Ian Wilmut et Kate Campbell ont transféré les noyaux des cellules cultivées dans des ovules de moutons énucléés. Les agneaux nés de cette procédure s'appelaient Megan et Morag. Toutes les expériences de clonage précédentes utilisaient des noyaux de donneurs provenant de cellules d'embryons précoces. Dans cette expérience, les noyaux donneurs provenaient d'une source légèrement différente des cellules ovines cultivées qui ont été maintenues en vie en laboratoire. Cette expérience a montré que les cellules cultivées peuvent fournir des noyaux donneurs pour le clonage par transfert nucléaire. Comme les scientifiques avaient déjà appris à transférer des gènes dans des cellules cultivées, cette expérience a montré qu'il serait possible d'utiliser ces cellules modifiées pour créer des animaux transgéniques, comme des vaches qui pourraient produire de l'insuline pour diabétiques dans leur lait. Toujours en 1996, Wilmut et Campbell ont créé un agneau en transférant le noyau d'une cellule du pis d'un mouton adulte dans un œuf énucléé. Jamais auparavant, un mammifère n'avait été cloné à partir d'une cellule somatique adulte. C'est quoi le problème? Le noyau de chaque cellule contient un ensemble complet d'informations génétiques. Cependant, alors que les cellules embryonnaires sont prêtes à activer n'importe quel gène, les cellules adultes différenciées ont arrêté les gènes dont elles n'ont pas besoin pour leur fonction spécifique. Lorsqu'un noyau de cellules adultes est utilisé comme donneur, son information génétique doit être ramenée à un état embryonnaire. Souvent, le processus de réinitialisation est incomplet et les embryons ne se développent pas. Sur ces 277 tentatives, une seule a produit un embryon qui a été porté à terme chez une mère porteuse. Cet agneau célèbre nommé Dolly a mis le clonage sous les feux de la rampe. Son arrivée a déclenché des conversations sur les implications du clonage, ce qui a suscité des controverses sur le clonage humain et la recherche sur les cellules souches dans l'opinion publique. En 1997, semblable aux expériences de clonage précédentes, l'équipe de scientifiques de Li Meng, John Ely, Richard Stuffer et Don Wolfe a fusionné des cellules embryonnaires au stade précoce avec des ovules de singes génuclés en utilisant un petit choc électrique. Les embryons résultants ont ensuite été implantés dans des mères porteuses. Sur 29 embryons clonés, 2 singes sont nés. L'une était une femelle nommée Nettie et l'autre un mâle nommé Dito. Cette expérience a montré que les primates les plus proches parents des humains peuvent être clonés. Les primates servent de modèle pour étudier les troubles humains. Le clonage de primates identiques réduirait la variation génétique des animaux de recherche et par conséquent le nombre d'animaux nécessaires aux études de recherche. Dans la même année 1997, Campbell et Wilmut avaient créé un clone en utilisant le noyau d'une cellule cultivée. Cette fois, les chercheurs s'associent à Angelika Schnicke et ont introduit le gène du facteur 9 humain, facteur 9, dans le génome de cellules de peau de moutons cultivés dans un plat de laboratoire. Le facteur 9 code pour une protéine qui aide la coagulation sanguine et il est utilisé pour traiter l'hémophilie, un trouble génétique où le sang ne forme pas de caillots appropriés. Pour créer le mouton transgénique, les scientifiques ont effectué un transfert de noyau en utilisant l'ADN du donneur provenant des cellules transgéniques cultivées. Le résultat a été Polly, une brebis qui a produit de la protéine de facteur 9 dans son lait. Cette expérience a montré que les ovins pouvaient être modifiés pour produire des protéines thérapeutiques et d'autres protéines utiles dans leur lait, mettant en évidence les utilisations médicales et commerciales potentielles du clonage. En 1998, Marguerite, première vache française clonée, voit le jour dans une ferme de l'INRA. Elle est le résultat d'un clonage par transfert d'un noyau d'une cellule fétale de muscle. Entre 1998 et 1999, après les succès qui ont mené à Dolly et Polly, d'autres scientifiques voulaient voir si des techniques similaires pouvaient être utilisées pour cloner d'autres espèces de mammifères. En peu de temps, plusieurs autres animaux avaient été clonés avec succès. Parmi eux se trouvaient des animaux transgéniques, des clones faits à partir de cellules fétales et adultes, et une souris mâle. Tous les clones précédents étaient des femelles. Au fur et à mesure que la liste des animaux clonés s'allongeait, les scientifiques ont commencé à explorer le clonage comme moyen de créer des animaux appartenant à des espèces en voie de disparition ou éteintes.
Dans les années 2000, l'un des défis du clonage d'espèces en voie de disparition ou éteintes est de trouver des animaux étroitement apparentés pour servir de donneurs d'ovules et de substituts. Le gaur et le mouflon ont été choisis en partie parce qu'ils sont des parents proches des bovins et des moutons domestiques respectivement. En 2009, en utilisant des chèvres comme donneuses d'œufs et mères porteuses, un autre groupe de chercheurs a cloné le premier animal éteint, une chèvre de montagne espagnole appelée la Bucardo. Malheureusement, le seul petit qui a survécu à la gestation est mort peu après sa naissance à cause d'une anomalie pulmonaire. En 2001, Mark Westousin et des chercheurs ont isolé euh, en 2001, donc je vais quand même relire parce que je ne pense pas que j'ai bien prononcé le prénom de la personne. En 2001, Marc Westussin et des chercheurs ont isolé des cellules prélevées dans le cumulus ovarien, tissu qui entoure l'ovaire, d'une chatte de type 3 couleurs. Les ont injectés dans une série d'ovules énucléés. Ils ont obtenu 3 embryons de clones qu'ils ont transférés dans l'utérus d'une chatte porteuse. Le 22 décembre 2001, naissait CC. Une analyse génétique a confirmé que CC a un ADN parfaitement identique à celui de la cellule prélevée sur la chatte 3 couleurs. La vérification n'était pas superflue car la fourrure du bébé n'est pas identique à son clone. La répartition de la pigmentation dépendant aussi de l'environnement de l'embryon. Cette expérience a été financée selon le Wall Street Journal par John Sperling, 81 ans, qui a fondé la société Genetics Savings and Clone, la dotant de 3,5 millions de dollars. En échange de son soutien à cette université A&M du Texas, la firme aurait une licence exclusive sur la technologie développée par des chercheurs pour le clonage des animaux familiers. En l'état, cette technologie n'a de nouveau que le taux de succès affiché. Une naissance pour 3 embryons de clones transférés in utero. La clé de cette efficacité tiendrait à la nature des cellules utilisées. L'équipe texane rapporte 82 tentatives avec des cellules prélevées dans la muqueuse buccale d'un chat, 2 tentatives avec des cellules de peau, échec. Alors que ça marche si bien avec le cumulus ovarien, dans ces conditions, seules les chattes sont clonables. Source. Source. Chaton, copie conforme par Corinne Ben-Simon. Libération.fr. Chaton, copie conforme. Toujours en 2001, PLL Therapeutics annonce la naissance des 5 premiers cochons transgéniques clonés en Écosse et résulte d'un transfert de noyaux de cellules adultes. Décembre 2001, le professeur Lawrence Smith, qui a mis au point la méthode de transfert nucléaire notamment utilisée pour cloner Dolly et le taureau Starbuck, a mis au point une nouvelle méthode qui conduit à la naissance de 3 veaux en décembre 2001. En 2003, réplique en zoulou est une génisse issue du transfert de noyaux d'une cellule d'oreille d'une vache produisant 78 litres de lait par jour. Née en Afrique du Sud, elle est le premier animal cloné d'Afrique. Toujours en 2003, naissance de Ralph, le premier rat cloné, fruit du travail du laboratoire du docteur Renard à l'INRA de Jouy Unjosas, en collaboration avec la société Genoway. Ces premiers clones de rats ont pu donner naissance à des descendances normales. La même année, Dolly, le premier mammifère cloné, est euthanasié 6 ans après sa naissance, souffrant d'une maladie pulmonaire incurable. En 2004, le chat Little Nicky, premier animal cloné dans un but commercial, a été vendu à une américaine par la société privée Genetics Savings and Clone pour un montant de 50 000 dollars. En juin 2005, le très controversé professeur Wang publie dans le magazine scientifique Nature le clonage d'un Snuppy, un lévrier. Il s'agit du premier chien cloné. Ces résultats ont été confirmés par des études indépendantes menées notamment par le NIH, National Institutes of Health. En 2007, les chercheurs de l'équipe de Shukrat Mitalipov ont prélevé une cellule sur un singe adulte et l'ont fusionnée avec un ovule énucléé. L'embryon a été laissé se développer pendant un certain temps, puis ces cellules ont été cultivées dans un plat de culture. Ces cellules, parce qu'elles peuvent se différencier pour former n'importe quel type de cellules, sont appelées cellules souches embryonnaires. Cette expérience a montré que le transfert cellulaire chez un primate, que les chercheurs avaient essayé pendant des années sans succès, était possible. Elle a ouvert la voie au clonage thérapeutique humain.
La création de cellules souches individuelles spécifiques qui pourraient être utilisées pour traiter ou étudier des maladies. À très bientôt pour une prochaine vidéo.